Bonjour. Alors je vous propose 4 vidéos. Vidéo 1, j'expose ma vision du monde. Vidéo 2, je fais une critique succincte des idéologies. Vidéo 3, j'indique le chemin que j'ai suivi pour aboutir à ma vision du monde. Vidéo 4, je fais un examen critique des 2 plus grandes visions du monde qui existent, le christianisme pour le spiritualisme et le communisme pour le matérialisme. Donc en 4 vidéos, j'entends résumer l'essai philosophique que j'ai écrit il y a quelques mois et qui a pour titre « Le sens de l'évolution ». Dans cet essai, je m'emploie à répondre aux questions fondamentales. Comment comprendre l'existence de l'univers physique? L'univers a-t-il un sens, une signification? Quel avenir pour les sociétés humaines? Y a-t-il une vie post-mortem? Dieu a-t-il créé le monde et si oui, s'est-il révélé? Alors, le projet est ambitieux et très présomptueux, j'en conviens, mais je vous rassure, je fais du copier-coller, tout ce que je dis peut être vérifié et contrôlé, et grâce aux réseaux sociaux et à Internet, c'est possible aujourd'hui. Donc, je n'invente pas un nouveau système du monde, je ne suis ni Platon, ni Descartes, ni Schopenhauer, Heidegger ou Jean-Paul Sartre. Pour répondre à ces grandes questions, je mets de côté l'innéisme des idées, partant du principe qu'à la naissance, nous sommes tabula rasa. À la naissance, nous ne savons rien. Pour répondre à ces questions, c'est le monde que nous devons interroger. Voici quelle est ma démarche. Je m'appuie sur les idées principales des plus grands génies de l'histoire de la pensée et aussi sur les écrits d'auteurs contemporains de réputation mondiale. Alors, ces génies et ces auteurs contemporains sont ou des savants ou des philosophes. Quelquefois, ils sont les deux en même temps. Peut-on faire confiance aux savants? Ma réponse est oui. Le scientifique a fait de longues études, il a pris en compte tout ce que ses prédécesseurs ont dit, ont produit, il étudie le monde en utilisant toutes sortes d'appareils hyper sophistiqués, il se fie à des méthodes extrêmement rigoureuses, il procède à des mesures et l'homme de science explique les phénomènes en avançant des hypothèses. Il confronte celles-ci à la réalité et il en discute avec ses pairs, avec ses confrères lors de grands colloques. Il fait des prédictions, il soumet celles-ci à l'épreuve des faits et si les faits valident hypothèses et théories, alors on parle de vérité. La vérité, dans le domaine scientifique, c'est l'accord entre l'idée et le réel. Voilà donc la façon de procéder de l'homme de science. Nous pouvons lui faire confiance, car qui dit science dit technologie, et la technologie c'est GPS, smartphone, ordinateur, télévision, un homme sur la Lune, etc. Donc, oui à la science. Alors, attention, il y a science et science. Il y a d'un côté les sciences conventionnelles et de l'autre les disciplines parallèles. Les sciences conventionnelles sont admises par tous, ou quasiment par tous. Celles-ci se subdivisent en 2 grands sous-ensembles. D'un côté, on a les sciences qui décrivent,
qui, à l'occasion, proposent des explications, mais qui n'énoncent pas de loi objective. D'autres sciences observent, décrivent, mais aussi expliquent les phénomènes en élaborant de belles théories. Voilà ce que j'entends par sciences conventionnelles. Parallèlement à ces sciences conventionnelles, il existe donc les disciplines dites souterraines. Celles-ci ont pour objet le paranormal, les phénomènes extraordinaires, les miracles, les expériences mystiques, la psychokinésie, les perceptions extrasensorielles, enfin bref, tout ce que n'explique pas la science conventionnelle. Je suis d'avis de prendre en compte l'ensemble de ce que produisent toutes ces sciences, même si elles n'expliquent pas, comme c'est le cas d'ailleurs, des disciplines dites paranormales. Mais une description vaut mieux qu'aucune observation. Alors, la science répond-elle aux grandes questions métaphysiques? Elle répond à certaines questions que se sont posées les philosophes idéalistes du passé, mais pas à toutes. Des zones d'ombre subsistent. Conséquemment, nous devons adjoindre à la science ce que j'appelle la philosophie expérimentale. Alors, cette philosophie expérimentale part du donné scientifiquement exploré et à partir des grandes découvertes faites par les savants, elle en tire toutes les conséquences logiques et métaphysiques. Donc, je prône donc une philosophie à départ scientifique, une philosophie expérimentale. Cette philosophie expérimentale s'oppose à la philosophie idéaliste qui part d'a priori et de préjugés et qui est donc très subjective, comme j'aurai l'occasion de le développer plus tard. Je m'oppose également à l'attitude positiviste qui consiste à dire que si la science n'a pas de réponse à certaines questions, il est inutile de se les poser. Se les poser, donc, c'est perdre son temps. Je ne suis pas donc de cet avis. Alors, à partir donc de ce qu'ont dit les savants et les philosophes qui prennent en compte leurs travaux pour en tirer donc encore une fois toutes les conséquences, j'aboutis à la vision du monde qui suit. 1. Le réel n'est pas le produit du hasard ou de la nécessité, mais le réel est le fruit d'une entité transcendante que philosophes et théologiens appellent Dieu. Inutile de chercher à se représenter Dieu, c'est mission impossible. De Dieu, on peut dire certaines choses, qu'il est certainement supérieurement intelligent, omniscient, omnipotent, infiniment bon, et quelques autres choses, mais bon, en fait, on ignore pour l'essentiel ce que recouvre cette notion de Dieu. 2. Le réel, qui est un système structuré, ordonné, réglé. La Lune passe par différentes phases, toujours les mêmes, dans le même ordre. Le Soleil se lève toujours à l'est et se couche à l'ouest. Les saisons reviennent à intervalles réguliers. Bref, le réel est un système ordonné et non chaotique. Pendant des siècles, on a considéré que le réel était statique. Les objets changeaient certes de place, de lieu, mais ils ne se modifiaient pas, ils ne se transformaient pas dans la durée. Les étoiles étaient toujours les mêmes, le Soleil, les espèces végétales et animales, bref, rien n'avait changé. Depuis 150 ans, et ce que j'appelle donc le Big Bang scientifique, nous savons que le réel est un système en évolution. L'évolution n'est plus une idée ou une hypothèse. Dorénavant, l'évolution est un fait. La question est de savoir si cette évolution est orientée et finalisée
ou si elle est le produit du hasard et de l'aléatoire. Je me range du côté de ceux qui pensent que l'évolution est finalisée. 3. Au plan social. Alors, le social, c'est l'histoire des sociétés. L'histoire des sociétés s'inscrit dans l'évolution universelle. De la même manière que l'évolution universelle est finalisée, l'histoire de la société l'est également. Nous irions vers un monde planétaire, quasiment idéal, où tout homme pourrait satisfaire ses besoins. Ceci paraît évidemment très utopique, mais pourtant, c'est dans l'ordre du possible et du plausible, car dès à présent, les conditions matérielles existent sur la Terre pour répondre aux attentes essentielles de tout homme, qu'il soit sud-américain, africain ou asiatique. Alors, ces besoins matériels, nous les connaissons, c'est se nourrir, se vêtir, se loger, se divertir, se déplacer, s'instruire, se soigner, etc. Les richesses n'ont jamais été aussi grandes. Entre 1992 et 2002, par exemple, le produit mondial brut a été multiplié par 2. Donc, nous pouvons répondre à toutes les attentes de nos semblables. Le problème, c'est que ça ne se fait pas. Alors, ça ne se fait pas pour une raison simple, c'est que la société est traversée par la contradiction, par d'énormes contradictions même. Et à toute contradiction, il y a une explication, donc une solution. Je prétends donc que la société quasi-idéale est à l'ordre du jour. Évidemment, cette chose-là ne se fera pas automatiquement. Le concours de l'homme est absolument indispensable. Nous devons donc nous impliquer dans le processus historique pour qu'advienne ce monde quasi-paradisiaque. 4. Si l'évolution est orientée, finalisée, et que l'homme soit la fin de cette évolution, et qu'il ait fallu 14 milliards d'années à l'évolution pour aboutir à l'homme, il faut alors que l'évolution réponde à toutes nos aspirations. Alors, nous voulons certes créer un monde idéal, mais ce monde sera essentiellement matériel. En fait, nous souhaitons beaucoup plus. Ce que nous voulons, c'est être en bonne santé, ne pas vieillir, ne pas devoir être séparé des gens que l'on aime. En fait, nous voulons vivre éternellement. Donc, nous aspirons à l'immortalité. Je crois dans l'existence d'une vie post-mortelle. 5. Si Dieu a créé le monde, comme le prétendent déistes et théistes, la question est de savoir s'il s'est révélé ou pas dans ce monde. Les déistes disent que non, les théistes disent oui. Je suis d'accord avec les théistes. Dieu a créé le monde et il s'y est révélé en un certain lieu et à un certain moment. Voilà donc quelle est ma vision du monde. Donc, vision du monde, c'est une réponse à... Une vision du monde, en fait, est constituée de réponses aux questions fondamentales, aux questions métaphysiques. Alors, une vision du monde, c'est une explication qui se veut la plus complète possible de la nature, de la société et de l'homme. Ces idées générales qui résultent des réponses que l'on apporte aux grandes questions déterminent nos agissements dans le monde, les jugements que nous portons sur les événements, jugements de faits, de valeurs. Et ces idées générales, en fait, ont pour objet l'être. La branche philosophique qui a pour objet d'étude l'être, ce qui est,
s'appelle l'ontologie. L'ontologie, donc, c'est la branche reine de la philosophie. Politique, éthique, esthétique, sotériologie, tout ceci découle de l'ontologie, donc de notre façon de comprendre les choses, de comprendre le monde. L'être détermine le devoir être. Alors évidemment, il y a d'autres visions du monde que la mienne. Celle qui prévaut aujourd'hui étant la suivante. L'univers physique n'a aucun sens, aucune signification. Les sociétés vont droit dans le mur. Catastrophe écologique, crise sanitaire généralisée, Troisième Guerre mondiale, et j'en passe. Bref, l'avenir des sociétés est voué à l'échec. L'homme a-t-il un avenir? L'homme en tant que personne? Absolument pas. L'homme est condamné à mort. La mort, donc, c'est le retour à la case départ, c'est le retour à la poussière. En fait, nous serions moins que des vers de terre. Quant à Dieu, il n'existe pas, et n'existant pas, il n'a pas pu se révéler. En fait, pour cette vision moniste et hyper pessimiste, le monde est absurde. C'est ce que disait déjà Sartre après-guerre. Alors, nous avons, encore une fois, tous une vision du monde. Comment cela se fait-il? Eh bien, le monde est réglé, tout est fait à une cause, nous sommes des êtres doués de conscience, nous sommes tous logiques, et nous partons de l'idée que science et philosophie expérimentale n'ont pas de réponse à ces grandes questions métaphysiques, ce qui n'est que partiellement vrai, car la science répond, encore une fois, je viens de le dire, à certaines questions que se sont posées les grands philosophes du passé. Le problème, c'est que la plupart des gens, à l'échelle mondiale, nous sommes 8 milliards, ignorent tout de la science, des grandes théories scientifiques, donc, et ignorent également la philosophie expérimentale que l'on n'enseigne pas dans nos universités, puisque cette philosophie expérimentale s'oppose donc à la philosophie idéaliste et à l'attitude positiviste. Alors, ces visions du monde qui pullulent à l'échelle planétaire, c'est de l'ordre de 98 sur 100, sont fondées sur ce que j'appelle l'idéologie. L'idéologie, c'est l'obstacle épistémologique majeur sur le chemin du savoir, de la connaissance et de la vérité. Pour aller vers une vision qui soit la plus objective possible, nous devons nous débarrasser de l'idéologie et nous placer dans le sens du courant de l'évolution universelle. En fait, nous ne devons avoir peur ni de l'inconnu, ni du changement radical. Dans la seconde vidéo, je vais examiner ce que j'entends par idéologie. Je vous remercie.